Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait l'actualité, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai torchon. Grâce à Torchon, vous pourrez briller en société et parler des livres du jour sans même l'avoir lu. Je suis Léa et je suis aujourd'hui avec Martin. Bonjour Torchon. Et nous avons lu Scandale de Marlène Schiappa, paru aux éditions Fayard en juin 2024. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Cuiso, C-U-I-2-S-O-H, le shorty cool qui est la solution des cuisses qui frottent. La marque a été créée par Léa, une auditrice fidèle de l'émission, qui en avait marre de souffrir depuis l'adolescence d'irritations et de brûlures à chaque été. Si vous savez, vous savez. Fatiguée d'avoir mal et d'attendre que l'industrie de la mode pense à elle, elle a décidé de créer la solution elle-même et a développé un shorty efficace et décomplexant. Hyper léger, très résistant, ils ne roulent pas, ils ne compressent pas et en plus ils sont faits au Portugal, au standard OKO 100. Les shorties sont disponibles de la taille 34 au 64 sur le site cuisso.com, C-U-I-S-S-O-H.com. Alors évidemment, nous sommes encore un podcast un peu niche et nous n'avons pas de véritable sponsor qui nous finance. Je voulais juste donner un coup de pouce à une auditrice fidèle et à son projet entrepreneurial. Mais si vous voulez qu'on dédicace un épisode de Torchon à votre projet, comme nous venons de le faire pour Léa, n'hésitez pas à nous contacter. Retournons maintenant à nos oignons, ou plutôt à Scandale de Marlène Schiappa. Alors, Scandale, c'est un livre de New Romance. Est-ce que tu sais ce que c'est que la New Romance? Absolument pas. Eh ben, l'idée, c'est que voilà, les livres un peu harlequins, c'est un peu passé de mode, et la New Romance a ce truc de nouveau à deux égards, c'est-à-dire qu'à la fois c'est plus moderne, ça se passe dans le monde d'aujourd'hui, et c'est plus explicite, il y a des vraies scènes de sexe. Là, l'aspect moderne, c'est bon, évidemment les scènes de sexe, on y reviendra, mais c'est aussi que Marlène Schiappa va parler d'un contexte qui a un environnement politique, avec une héroïne qui est ministre de l'Intérieur. Et donc, il y a deux mises au point à faire tout de suite. Le premier, c'est que on va appeler un chat, et puis on va appeler une chatte, une chatte. L'épisode va citer des passages très explicites, on va décrire ces passages-là. Et donc, si vous n'êtes pas à l'aise, ce que je peux comprendre avec voilà un vocabulaire explicite, il y a d'autres épisodes de Torchon qui sont vachement bien et je vous conseille de les écouter à la place. Le deuxième truc que j'aimerais dire, c'est que t'es d'accord, Martin, quand on a décidé de faire cet épisode, bon, certes, il y avait une élection de prévue, on n'avait pas prévu la suite. Et là, aujourd'hui, on est en train d'enregistrer cet épisode. On est entre le premier et le deuxième tour des élections législatives après la dissolution qu'a décidé Emmanuel Macron. Et donc, moi, je suis face à un problème un peu neuf. Bon, on a déjà parlé de livres écrits par des politiques dans Torchon. On a parlé du livre de Bruno Le Maire, c'était même notre premier épisode. Et puis, il y a aussi les mémoires de Sarkozy. Jusqu'à présent, on a un peu fait l'effort de pas trop parler de politique, en fait. On n'a pas parlé de la politique de Bruno Le Maire, on n'a pas tellement parlé de la politique de Sarkozy. Et là, on est face à un climat politique, t'es d'accord, où j'ai l'impression que tout le monde parle de politique. Enfin, en tout cas, autour de moi, c'est le cas. Ces jours-ci, c'est vrai qu'on peut pas y échapper. On va faire un truc un peu, je trouve, artificiel de notre part, c'est qu'on va pas parler de politique non plus. Là, on va parler de la politique du livre, mais en tout cas, il faudra pas s'attendre à un discours, je sais pas, engagé ou militant de notre part, parce que, ni toi ni moi n'avons l'habitude de le faire d'habitude. Donc, on va pas commencer maintenant, quoi. Mais on va quand même bien s'amuser, ça va être quand même super, mais bon, voilà, on vous prévient d'avance, quoi. Marlène Schiappa, comme je l'ai dit, elle a été ministre, elle a été secrétaire d'État, plus précisément. C'est un peu comme ça qu'on la connaît. J'ai un peu découvert en regardant sa page Wikipédia. C'est une autrice extrêmement prolifique. Mais vraiment, déjà, quand on regarde là, à la fin, il y a quelques livres qu'elle a écrits. Je pense qu'elle en a écrit une quinzaine sous son nom, Marlène Schiappa. Perplexity m'a dit une trentaine. J'étais étonné. Je sais pas quelle est sa source. Et donc il y a une quinzaine de livres écrits sous son nom, qui sont des livres plutôt féministes, un peu guide pour aider les femmes à naviguer dans ce monde pas du tout féministe. Donc pas mal sur des sujets un peu travail et bébé, travail et maternité. Et elle a écrit aussi de la fiction. Et le reste, c'est les Harlequins, c'est ça? Exactement, sous son nom de plume, Marie Minelli. Et là, on a tout un tas de livres écrits sous pseudo. Mais elle assume maintenant. Donc finalement, contrairement à Bruno Le Maire, qui paraît-il a écrit des livres sous pseudo, mais on les a pas trouvés. Et notamment, alors, je te donne un peu la liste. Sexe, mensonge et banlieue chaude.
Tout un programme. Oui, bon. Il y a 150 endroits où avoir fait l'amour au moins une fois. Comment transformer votre mec en Brad Pitt en 30 jours. Donc voilà, c'est un peu marrant, tu vois. C'est un peu des livres, certes, érotiques, mais c'est en mode blague entre bonnes copines. Donc c'est un peu choquant parce que cette fille, bah justement, voilà, cette femme a été secrétaire d'État, mais en même temps, à côté, elle avait une grosse production de littérature marrante, érotique, qui se prend pas au sérieux, quoi. Et donc on le retrouve quand même. Enfin, je parle de tout ça parce qu'en fait, ce livre, c'est un peu à mi-chemin entre toutes ces influences. D'un côté, son expérience de secrétariat d'État. De l'autre côté, son côté, il y a, je sais pas si t'as remarqué, mais tous les trucs genre, oh, mon mari, il glande rien, et je dois m'occuper de mon gamin, et c'est trop difficile, et en plus, comment allier mon job de ministre avec le fait d'être une bonne mère, bah, j'y arrive pas, c'est l'enfer. Et, bah, il y a le côté, sexy, sexe, mensonge et banlieue chaude. Bon, bah, voilà, il y a des scènes de sexe explicites. Ouais, c'est l'impression que j'ai aussi. C'est vraiment un roman avec plein de facettes. Et pour paraphraser un article de Slate, c'est un roman total. Bon, on verra si on est vraiment d'accord avec ça. D'ailleurs, un dernier point, c'est qu'il y a une théorie sur ce livre qu'il s'appelle Scandale, parce que ça permettrait de faire du SEO, c'est-à-dire du Search Engine Optimization, et pour que, comme ça, quand on tape Scandale Marlène Schiappa sur Google, on tombe sur ce livre. Au lieu du fonds Marianne. Exactement. C'est génial. Donc le fonds Marianne, c'est justement le scandale qui a fait que Marlène Schiappa n'est plus au gouvernement aujourd'hui. C'est un fonds français qui a été mis en place en 2021 après le meurtre de Samuel Paty. L'idée, c'est qu'on va donner des fonds à des associations pour pallier un problème qui a été à l'origine de ce meurtre. Donc une sorte de contre-discours républicain. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, Marlène Schiappa était en charge de dire à quelles associations ça devait aller. Et oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que les critères d'attribution des fonds étaient pas super transparents et voilà, pas non plus proportionnés aux actions qui ont été menées. Voilà. Et donc c'est pour ça elle a été virée. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, elle est plus au gouvernement aujourd'hui. Ma théorie générale dans la vie, c'est ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. C'est-à-dire que moi, je trouve que le titre est nul, mais je pense qu'il est juste nul et qu'il est pas genre fait pour manipuler les masses. Mais peut-être, hein, on sait pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je trouverais ça merveilleux. Franchement, ce serait une super idée et un coup de maître. Moi, je trouve que ça redorerait le blason de ce livre. Ouais. Franchement, au moins il servira à quelque chose. Il y a beaucoup de passages où on se dit mais c'est un peu crétin ça, et là tu te dis en fait c'est pas crétin, c'est super intelligent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu vous raconter l'intrigue et au fur et à mesure on va critiquer un peu certains aspects du livre. On va faire ça comme ça. Donc on rentre in medias res. Elle est en débat assez musclé sur dans un média. En fait, les premières pages du livre sont vraiment à l'honneur de l'héroïne. L'héroïne donc s'appelle Jasmine Patki. Je sais pas exactement comment le prononcer parce qu'en fait c'est censé être basque et je sais pas du tout comment on prononce le X basque. Bref, je vais l'appeler Jasmine pour le reste de. Je pense qu'on dira Paxi pour le reste du torchon. S'il y a des basques qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous dire. Et en fait, c'est une femme qui va se présenter comme quelqu'un de très combatif, charismatique et qui en même temps est un peu musclé et qui a pas les codes. Et c'est quelque chose qui revient souvent, c'est qu'elle se laisse aller à ses émotions. Là, c'est des émotions de colère. Elle va réussir là à transformer une faiblesse, source d'interrogation pléthorique de mes détracteurs, être la plus jeune ministre de l'Intérieur jamais en poste, en une force et même deux, incarner la voix de la jeunesse et réconcilier des populations que l'on dit antagonisées. Donc voilà, il y a cette image d'une ministre qui est capable de faire le lien entre différents, tu vois, elle est à la fois féministe, écologiste, mais en même temps elle est là pour les flics, quoi. En tout cas, ouais, dans cette première scène, elle est vraiment flamboyante. Elle vient de défoncer son adversaire et la scène est assez marrante parce que c'est vraiment la fast life de ministre, quoi. C'est dès l'interview finie, elle quitte le studio de manière précipitée dans une phrase super longue que je vais essayer de vous lire d'une seule traite. Aussitôt, je quitte le studio, retire le micro fixé à ma ceinture, le pose sur la console grise du SAS, remercie au hasard pour l'invitation, attrape au vol ma veste rouge des mains de l'assistant programmateur, passe les portes qu'on me tient avec déférence en saluant chacun, et me glisse dans ma berline vitre teintée pour retrouver mon chauffeur et mes gardes du corps, suivis de près par Sabrina et par Lazare, qui claquent la dernière portière tandis que la voiture vrombit déjà.
on se croirait dans un film d'action, on reprend son souffle. Ouais, c'est ça. Moi, un autre truc qui m'a marqué, c'est le côté où genre elle est pas apprêtée. Genre elle sait pas se maquiller, elle sait pas s'occuper de ses cheveux, elle ne fait pas de régime. Enfin, elle essaye de faire un régime, mais ça la saoule. Et donc elle a un petit côté genre pas comme les autres meufs, tu vois. Genre elle est nature et c'est un contraste avec sa mère qui est obsédée du Botox. Et c'est un peu bizarre d'ailleurs, ce personnage de mère, j'en parle tout de suite, mais où elle lui tape dessus en mode genre, oh, les femmes débiles qui font du Botox et qui font de la chirurgie esthétique tous les 4 matins. Bouh! En même temps, sa mère est dans l'excès. Je sais pas combien d'opérations elle fait pendant le bouquin, mais il y en a bien une dizaine. Ouais, c'est une caricature de la meuf qui adore la chirurgie esthétique et moi je trouve ça un peu, enfin ça lui permet de faire une sorte de camaraderie avec la lectrice en mode ah nous on est des meufs nature, pas comme elle. Et à l'inverse, le personnage principal est quelqu'un de très naturel. Et moi, je trouve que c'est un peu facile, quoi. Faut taper là-dessus, de faire une caricature de pareil, quoi. Ouais, c'est tiré sur l'ambulance, mais effectivement, je pense que l'objectif recherché, c'est de la complicité avec la lectrice et Marlène Schiappa, enfin la narratrice en tout cas, passe pour la bonne copine. C'est ça, et en fait, c'est ça la première partie du livre, là, cette fast life qu'elle raconte, elle le fait d'un point de vue de ah mais moi tout ça m'atteint pas, j'ai pas les codes, je comprends pas, je subis un peu cette pompe. Elle est du côté du lecteur, du citoyen lambda, et elle va nous montrer un peu l'envers du décor. Et ça, finalement, c'est assez sympa. Je trouve que c'est des passages qui sont un peu marrants, qui, tu vois, que nous, on a une curiosité un peu naturelle vis-à-vis de tout ça, donc ça marche pas mal. Oui, il y a des passages où on est presque dans un documentaire animalier RT, où vous voyez la voix off. Les ministres ont pour coutume de déjeuner dans leur ministère. Une armée d'excellents cuisiniers, d'intendants et de majordomes nous concocte les mets les plus fins servis dans un ballet chorégraphié. Et donc, ce qu'elle fait ensuite, c'est qu'elle décrit un peu les personnes autour de la ministre. Il y a donc Lazare, le préfet sérieux et capé, lunettes rondes et argentées, dossier sous le coude, fin connaisseur de droit constitutionnel et de la RGPD, une vraie machine de guerre. Sabrina Ben Boudaoud, ma fidèle conseillère en stratégie de communication, nuage de cheveux bruns bouclés, parlant 7 langues, issue du Quai d'Orsay. Elle me suit depuis mon tout premier secrétariat d'État. Elle peut prédire les évolutions des sondages d'opinion juste en parlant avec sa grand-mère au téléphone dans les quartiers nord de Marseille. Edgar et Gaston, les deux génies des politiques de sécurité, ils ont tous les deux fait l'ENA et sont tous les deux magistrats à la Cour des comptes, mais l'un est issu de la garde républicaine, tandis que l'autre est passé à la direction des pompiers de Paris. Ils se ressemblent trait pour trait, bon bref, la suite. Et justement, la suite, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'on est vraiment dans le côté interchangeable des hauts fonctionnaires. Enfin, à ses yeux, le Edgar ou Gaston ou Edgar, c'est la même chose. C'est vraiment les deux fonctionnaires gris et narques dans leur petit costume et complètement interchangeables. Donc, elle fait une très grande différence entre Sabrina et Lazare. Lazare, lui, c'est un peu un connard, quoi. Il a des réflexions de youtubeur masculiniste incel. C'est marrant parce que dans la marge, j'ai écrit « Aucun de ces mots sont dans la Bible ». Et c'est un peu l'un des problèmes du livre. On est d'accord que parfois, elle utilise des mots et je comprends qu'elle essaye de faire référence à à notre actualité à nous, à notre monde à nous, mais parfois je suis un peu genre trouve d'autres manières de le dire. Oui, et puis d'autant qu'il y a un grand écart parce qu'à côté de ça, il y a des je sais pas combien de locutions latines qui sont utilisées. Oui, je veux pas spoiler. Et à l'inverse, t'as Sabrina qui est la meuf. Elle dit explicitement issue de la minorité, mais bon voilà, d'origine maghrébine. On apprend beaucoup plus tard dans le livre, mais c'est un peu pour enfoncer le clou, qu'elle est lesbienne. Et c'est la même chose, enfin c'est marrant parce qu'en fait t'as d'un côté le mec blanc qui dit plein de trucs ultra misogynes et de l'autre côté t'as le personnage vraiment token, quoi, genre... qui coche toutes les cases. Ouais. Ce que j'ai bien aimé dans cette première description un peu de la dream team de son cabinet, c'est que c'est un truc dont on parle pas vraiment souvent et enfin moi je suis assez familier de ce domaine-là parce que de par mes études, mais c'est vrai que les gens savent pas forcément comment c'est organisé un cabinet, quelle est la différence entre un directeur et un chef de cabinet, et c'est abordé de manière simple et compréhensible et franchement c'est pas mal. Je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, il y a un autre personnage qui est une sorte de rival, c'est Arthur Piémont-Gallois. Donc lui, Arthur Piémont-Gallois, il est ministre de la Santé et pour le coup, lui, il est handicapé parce qu'il est aveugle. Donc on a la jeune femme, il y a le ministre aveugle, la DIRCAP, enfin la directrice de communication à la fois d'origine maghrébine et en même temps lesbienne. Donc c'est marrant parce que soit les gens sont issus d'une minorité ou d'une autre, soit c'est des hommes blancs
Ouais, les portraits sont très polarisés et leur caractère est pas forcément super fouillé non plus. Ouais, c'est ça. On est dans des idéal types un peu. Après, je trouve que Arthur est un personnage, donc Arthur c'est le ministre, est un personnage assez intéressant parce que c'est un personnage qui est dans le contrôle constant, qui est très dans l'ironie, et donc finalement il est en contraste avec elle, qui est très brute de décoffrage et qui est pas du tout dans le calcul. À l'inverse, on a un personnage qui à la fois est issu d'une minorité, mais en même temps c'est quelqu'un de très calculateur, contrairement à elle. Ouais, c'est le duel qui sert de fil rouge en fait Ouais. au bouquin. Bon, il faut quand même qu'on revienne un peu en arrière parce que il faut quand même qu'on dise une chose très importante, c'est que la première scène de Q est page 17. Ah, j'allais refaire un passage documentaire animalier. Mais je t'en prie, Non, mais si tu préfères la scène de Q. c'est ça. Donc là, en fait, la première scène de sexe est avec un personnage de journaliste qui s'appelle JBP. Bon, bref, tout le monde l'appelle JBP. Et donc la première scène se passe dans les studios du média et en fait, ils font l'amour quelque part dans un couloir de la radio. Voilà, dans un couloir de la radio. Ce que je trouve assez cocasse, je trouve c'est un peu marrant d'imaginer que tu vois, t'es à la maison de la radio et tout d'un coup, genre, t'es en train de monter ton podcast à faire sensible et là, paf, tu tombes sur la ministre de l'Intérieur en train de niquer un journaliste. Tu vois. C'est une scène rapidement écrite, mais qui en même temps est rapide. Parce qu'elle dit, nous avions joui en même temps, 4 secondes à peine avant l'entrée de la rédactrice en chef dans ce couloir, et j'en fus la première surprise de jouir aussi vite, pas de l'arrivée de la rédactrice en chef, quoique. Il y a un autre chose dont je voulais parler, c'est l'importance du CO2 dans toute cette affaire. Je sais pas si t'as remarqué. Quoi, qu'elle prend souvent l'avion? Qu'elle prend souvent l'avion et qu'à chaque fois, elle dit, waouh, mon bilan carbone, il est dégueulasse, mais je plante des arbres, donc c'est ok. C'est trop marrant parce que tu comprends que c'est un personnage qui est censé être écologiste, féministe, mais en même temps, elle est face à ses contradictions. Et elle le dit explicitement, mais souvent c'est très répétitif. Donc cette histoire de CO2, il revient pendant tout le livre. De toute façon, il y a plein de formules comme ça que je trouve super répétitives. Enfin, c'est comme son futur amant. Enfin non, je veux pas spoiler. Ça arrive toujours en deux grandes enjambées et c'est exactement les mêmes mots à chaque fois qu'il s'approche d'elle et ça arrive 5 ou 6 fois dans le bouquin. Il y a l'importance du vêtement. Elle va décrire les vêtements de tout le monde. On sait que Sabrina, elle porte des escarpins roses, les hommes portent des costumes ternes. Enfin, il y a un côté où elle met un point d'honneur à décrire les vêtements de chacun. Alors parfois c'est pertinent, parfois on comprend juste que Marlène Schiappa, elle aime les fringues, quoi. Ouais, le problème c'est que ça concerne pas que les fringues, donc ça rend certaines phrases très descriptives de manière totalement inutile. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle se retrouve à New York? Elle se retrouve à New York parce qu'elle doit faire un discours à l'ONU qui est un truc que Marlène Schiappa a fait. Ah. Et ouais, c'est issu de sa vie perso. Et donc elle va à l'ONU, elle fait son discours et là tout d'un coup, son équipe lui dit tu veux pas aller voir un match pour voir ce basketteur un peu exilé, basketteur français mais exilé parce que il a fait l'équivalent de Zidane, quoi. Il a donné un coup de boule à un autre joueur. Et donc maintenant, on veut plus le voir en France. Il est plus dans l'équipe de France de basket pour les Jeux Olympiques et il joue au Knicks à la place. Et donc elle est là genre, moi, le basket, c'est un truc de gros débile. Moi, je suis un peu au-dessus de tout ça. Et donc là, on est face à un problème de base de Marlène Schiappa, c'est qu'elle voit une bonne romance. C'est une romance où au début, ils s'aiment pas trop, tu vois. Tu vois, il faut qu'il y ait un peu un obstacle à la romance. Et donc la romance là qu'elle veut, c'est le problème, c'est que la ministre, elle est sapiosexuelle. Et oui, elle a fait, je cite, un doctorat en langue morte. Alors, on va essayer de garder notre calme parce que je sens la Léa Salaïris. C'est marrant parce que vraiment, il y a genre 0,001% de la population qui est énervée par lire ça. Mais il se trouve que j'en fais partie, qui est que si tu as fait un doctorat en langue morte, tu sais que ça... pas langue morte. C'est ça. C'est-à-dire que si tu as fait des lettres classiques, parce que c'est ça qu'on dit, et tu dis langue ancienne. Parce que c'est un peu tristoun de parler de langue morte. Le latin est bien vivant. Déjà, il est vivant dans ce livre, hein. Parce que très vivant. Et donc, on a ce truc un peu marrant, c'est qu'elle est censée être un peu une ministre du terrain, la meuf qui a fait ses armes, qui est un peu une meuf simple,
qui a pas les codes. Et là, tout d'un coup, en plus de ça, elle a un doctorat. Elle a fait une thèse intitulée L'influence du champ lexical de la géopolitique régionale chez les Étrusques à travers les siècles. Elle est obligée de faire un peu pivoter son personnage de meuf un peu du terroir, du cru, à meuf sapiosexuelle qui aime le latin et qui est ultra intello. Parce qu'il faut un peu séparer le basketteur du ministre. Et en fait, le personnage d'un ministre, où en fait elle est un peu self-made ministre, ça marche pas trop si en face d'elle, elle a un self-made basketteur, tu vois. Ils sont trop similaires et donc il faut qu'elle trouve un peu une sorte d'obstacle. Et l'obstacle, c'est qu'elle a un gros cerveau et que elle, les basketteurs, elle veut pas en entendre parler. Mais quand même, elle va elle va rencontrer ce monsieur après un match de basket, donc. Peut-être qu'on peut dire que son regard sur lui change pendant le match aussi. Ouais. Au départ, elle est vraiment en mode, comme tu viens de le dire, hein, c'est qui ce gorilas, pourquoi on irait le voir? Et pendant le match, son regard change, et je vais vous citer le passage. Je suis presque hypnotisé par Parker. Je n'arrive pas à décoller mon regard de lui. Son dossard accroche toute mon attention. Je suis assez loin du terrain, mais il me semble voir des gouttes de sueur perler au coin de ses lèvres. Ses tatouages embellissent ses muscles et saillent encore plus dès qu'il plie les bras pour marquer. Sa peau brille, et l'on aperçoit les poils de son torse à travers son maillot chaque fois qu'il bondit. Je rêve de m'approcher du terrain pour le toucher. Chaleur, calor. Et puis ensuite, genre, je suis assez proche de lui pour sentir le parfum qui se dégage de son maillot, un mélange de vétiver et de sueur, de musc et de cuir. Les phéromones sont à leur maximum. Il est encore plus sexy que sur le terrain, et je rêve de sentir ses mains sur mes hanches. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi qui suis habituellement intellectuelle, stratégique, analytique, là, je me sens transportée de désir pour ce parfait inconnu. Le début du bouquin, on la sent pas très intellectuelle, stratégique, analytique, et là, tout d'un coup, elle devient intellectuelle, stratégique, analytique. On sent que elle est un peu, pendant, je pense, les 2 tiers du livre, en état d'excitation constante, non-stop, quoi. Elle devient une sorte d'être désirant pendant un peu tout le temps. Mais bon, c'est un livre de new romance, quoi. Il y a un moment, il faut qu'elle désire, sinon on va pas avancer. Bon, je tiens à dire que c'était assez insupportable, ouais. Ces passages-là où elle ne peut regarder personne sans faire de commentaires. Ouais. Voilà, en rapport avec la sexiness de la personne. Ça, c'est un truc que j'aimerais dire, c'est qu'il y a un problème de base dans ce type de romance qu'on retrouve aussi dans les fanfictions Wattpad, qui est que tu ne veux pas que ton personnage féminin soit fan du personnage masculin. Et donc, par exemple, le truc classique dans les fictions Wattpad, c'est l'héroïne qui va au concert de One Direction, mais elle a un livre avec elle, parce que moi, toutes ces histoires-là, ça m'intéresse pas du tout. Et là, on a un peu ce cliché-là qui est qu'elle n'est pas intéressée par le basket, elle ne connaît pas ce mec-là, elle a limite un peu du mépris pour lui, parce qu'elle veut pas être une fan comme les autres, et c'est un truc qui reviendra plus tard. Ça, c'est un autre cliché, c'est l'homme, célèbre, puissant, que tout le monde adule, et il va te regarder toi, et pas les autres. Et donc, c'est ce qui se passe. Depuis les airs où il est maintenu par des dizaines de mains immenses de basketteurs en transe, Parker croise mon regard. C'est électrique. Un sentiment d'intimité et de complicité me parcourt. J'ai la sensation qu'il me reconnaît. Contrairement aux autres, il n'est ni surpris, ni indifférent. Je jurerais qu'il semble même intéressé. Il me fixe et fait signe à ses coéquipiers qui s'exécutent de le poser au sol. En 2 pas de ses immenses jambes, il se plante devant moi, ses yeux ancrés au fond des miens, et me lance un inattendu « Hola, chiquita! What are you doing here ?» C'est la première fois que j'entends le son de sa voix. Elle est rauque, un peu éraillée, très grave. Il a une voix de basse, vibrante, chaude. À moins qu'il ne soit baryton. Bref, je propose qu'on passe un peu certains passages parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il lui propose un premier date et elle est là genre je sais pas, c'est compliqué. Mais bon, en fait, elle est super en chien, donc il faut que voilà quoi, il y a un moment. Et donc, ce qui se passe, c'est que elle va avoir un premier date avec lui sur un yacht, si j'ai bien compris. Et ce qui se passe, c'est aussi à nouveau un peu un cliché du genre, c'est que il va un peu se refuser à elle. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont pouvoir rentrer à l'hôtel et en fait, il va lui dire « Non, désolé, mais en fait, je préfère qu'on attende
pour des raisons qui vont nous être révélées plus tard, évidemment. Mais elle le comprend un peu comme une sorte de rejet et elle est encore plus excitée, quoi. Ce qui est assez classique, cliché classique de quand tu peux pas avoir quelque chose, t'es encore plus excité, voilà. Et élément peut-être important à préciser, on part ici sur un quiproquo, c'est-à-dire que lui ne sait pas qu'elle est ministre. Il l'a prise pour l'assistante du consul. Mais en fait, il sait. Mais ça, on va vous l'expliquer. Mais ça, elle le verra après. Plus tard. Et donc elle est aussi déçue d'être un peu rejetée, alors qu'elle pensait justement en ne jouant pas la carte de ministre, elle se disait bon allez, je vais me montrer que je peux être acceptée et aimée juste pour ce que je suis moi, sans être la ministre, quoi. C'est ça. En fait, il y a plein de points ultra intéressants dans cette scène parce que il y a aussi le fait que il y a ce passage où elle dit alors qui domine qui, éternelle question des jeux de l'amour et du hasard. Et il y a beaucoup de passages où elle dit waouh, je suis méga féministe, je suis une femme puissante, et pourtant cet homme-là, finalement, comme je le désire très très fort et que en plus il a un peu cet archétype très 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 masculin, un peu macho, limite c'est aller à l'encontre de mes idéaux féministes que d'être en chien pour un homme aussi dominant, aussi cliché de masculinité. Ça, c'est aussi assez intéressant comme passage. Et le dernier point qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils s'embrassent quand même une première fois. Et très rapidement, elle dit, ah, tu fais ça à toutes tes fans. Et lui, il dit, bah, écoute, oui, c'est quelque chose qui m'arrive de faire. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont commencer à se confier l'un à l'autre. Et en fait, donc ils s'embrassent une fois, ils se confient, et ensuite ils ne vont pas faire l'amour. Et c'est ça qui crée l'amour, en fait. C'est ça qui crée la romance. C'est que il va lui faire comprendre qu'elle est quelqu'un de spécial pour lui en ne faisant pas l'amour avec elle. Et elle, en fait, va se sentir valorisée et en même temps impuissante. Et donc cette dualité impuissance-puissance, c'est ça qui va créer tous les bons ingrédients d'une bonne romance, en fait. C'est pas des scènes bien écrites, c'est très très cliché et tout ça, mais en même temps, il y a énormément de points très très clés dans la création, dans la cristallisation de l'amour, en fait. Oui, sur les motifs narratifs utilisés à ce moment-là, c'est vrai que c'est très intéressant. Et pour revenir à ce que tu disais sur le fait qu'il ne sache pas qui elle est, à un moment donné, elle écrit: je suis tout aussi excitée à l'idée qu'il ignore complètement que je ne suis pas une gamine fragile, mais une femme de pouvoir. Savoir, c'est pouvoir. Alors, qui domine qui? Une autre chose qui est aussi la question de comment l'amour se crée, comment on tombe amoureux, c'est que il lui propose un chai latte et c'est sa boisson préférée, et cette coïncidence est très forte pour elle. Elle a cette impression qu'ils sont un peu âmes sœurs, tout simplement parce qu'ils aiment bien le chai latte au lait de soja. Et deuxième coïncidence qui les fait vraiment tomber follement amoureux l'un de l'autre, c'est le latin qui les rapproche, et ça, je pense qu'il faut vraiment le dire parce que c'est atypique. C'est à un moment donné, elle lui dit carpe diem et lui la corrige, je cite: si tu permets, Jasmine, déjà la phrase entière n'est pas carpe diem, mais carpe diem quam minimum credula postero. Et c'est une locution qui appelle à se servir des leçons du passé pour habiter le présent. Voilà, vous êtes très content, vous avez même un cours de latin par Marlène Schiappa. Dis-moi du latin et je tomberai amoureuse de toi. Moi, je trouverais ça juste hyper pédant, c'est tout. Ouais, moi, je serais un peu genre, oh, c'est du mansplaining. Et donc, qu'est-ce qui se passe juste avant le chapitre 5 ? C'est que voilà, elle est trop triste, elle aurait voulu faire l'amour et elle peut pas. Et ensuite, il y a un dernier paragraphe. Ce que je n'ai pas pu entendre, c'est qu'il a sorti son téléphone et appelé un numéro non enregistré, puis prononcé quelques mots mystérieux en français. Désolée, elle n'a pas voulu monter chez moi. Non, oui, je sais, c'est raté. Et je n'ai rien pu faire pour la convaincre. Et là, le livre bascule. Toi, c'était quoi un peu ta théorie à ce moment-là ? À ce moment-là, mais il y a déjà quelque chose un peu avant qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, ok, c'est juste un complot, elle est en train de tomber dedans comme une gamine. C'est le chai latte, puis qu'il y ait tant de coïncidences, je me suis dit, c'est pas possible. C'est trop drôle parce que moi, j'ai lu ces coïncidences et j'étais genre, oh, c'est gros, hein. Mais je pensais que c'était plus des ressorts narratifs, et toi, t'as tout de suite compris que c'était littéralement un ressort du complot. Alors que moi, je pensais juste que Marlène Schiappa arrivait avec ses gros sabots là. Oh, toi aussi, tu aimes le chai latte ? Et non, en fait, on se rend compte plus tard qu'en fait, il aime pas tellement le chai latte. Et on plonge dans un thriller politique. C'est ça. Moi, tout de suite, je pense que c'est Lazare qui conspire contre elle. Parce que comme c'est un connard
misogyne. Je me suis dit, évidemment que c'est le connard misogyne qui conspire. Elle est censée rentrer à Paris, mais finalement, elle reste à New York parce que Parker est interviewé sur CNN et lui dit, à travers une interview, enfin, c'est pas ultra facile à expliquer, mais en fait, il laisse des indices pour lui dire qu'il sera à Coney Island et qu'il aimerait qu'elle le rejoigne. Donc, c'est ce qu'elle fait, malgré son emploi du temps de ministre. Elle se retrouve à Coney Island pour voir ce mec, quoi. On commence quand même bonne vingtaine de pages très 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 érotiques où ils se retrouvent à Coney Island tous les deux sur la plage. Il y a une scène en fait de masturbation, quoi, enfin de Parker va la masturber sur la plage. Et au début, je comprenais pas où ils étaient. J'étais un peu genre, mais c'est bizarre, ils étaient sur la plage. Voilà, à un moment, elle saisit sa veste sous ma tête et l'étale sur nous comme un drap pour nous créer un espace plus intime. Et donc, on a une première scène comme ça, un peu exhibitionniste, pour le dire. Et finalement, elle arrive à jouir sur la plage assez rapidement parce qu'en fait, Parker, il est vachement fort avec ses doigts. Et notamment, il sait où est le clitoris. Parce que le mot clitoris est prononcé à de multiples reprises dans ce livre. Et donc, voilà, et ce qui est, je trouve, assez intéressant, c'est quelque chose qu'on reviendra sur la deuxième scène de sexe, qui arrive 2 pages plus tard. C'est que c'est l'homme qui donne du plaisir à la femme sans réciprocité. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'elle va à contre-courant, des scènes de sexe classiques qu'on a au cinéma comme dans les livres, où finalement la femme, je pense qu'elle est dans une approche quasiment plus réaliste du sexe, où on va se donner du plaisir l'un à l'autre, mais pas forcément en même temps en fait. C'est une réponse à Bruno Le Maire ou pas? C'est ça la vraie question. Oui, parce que en fait, j'ai une théorie sur la deuxième scène de sexe, qui est juste après en fait, parce qu'il se retrouve dans un endroit, dans une chambre, une vraie chambre, et pas, il faut pas tout ça sur la plage. Et donc, ce qui se passe, c'est que d'abord, en fait, il lui fait un cunnilingus, elle a un deuxième orgasme. Le mot clitoris est de nouveau prononcé 15 fois. Un shot à chaque fois qu'il utilise le mot clitoris. Ce qui est aussi intéressant, et pour continuer sur cette analyse féministe du livre, c'est qu'il y a pas mal de passages où il demande son consentement. J'en veux davantage, il le sent. Il me jette un coup d'œil pour me demander mon accord et je hoche la tête. Il esquisse un sourire et commence à me lécher. Ça, c'est intéressant, je trouve. Oui, ou à un autre moment, j'ignore s'il attend une confirmation ou un bon d'accord, mais je soulève mon bassin pour qu'il joigne le geste à la parole. Donc voilà, il y a plusieurs passages où on a ces choses-là et c'est novateur. Enfin, c'est assez nouveau comme concept. Je trouve ça assez intéressant. Et ensuite, là, on a eu un débat avant de commencer l'enregistrement qui était est-ce que c'est une sodomie ou non? Parce que pour le coup, elle utilise le mot clitoris. En veux-tu, en voilà, mais par contre, le mot anus ne sera pas prononcé. Et donc, elle dit « Je me retourne, viens derrière moi. Alors, je suis allongée sur le ventre, il se glisse sur moi, sa main entre mes cuisses semble aller chercher de quoi se lubrifier. Il met sa main dans ma bouche et me dit « Crache ». Docile, je crache dans sa main, un peu de salive blanche qui rejoint sa queue illico presto. Sa tête s'approche de la mienne, il m'embrasse ma nuque et me susurre dans le creux de l'oreille « Dis-moi si tu la sens bien ». D'un mouvement ferme du bassin, Parker me pénètre par derrière. Et donc, comment analyser ce par derrière? Moi, ma théorie, c'est que c'est une sodomie tout simplement parce qu'il y a la question du lubrifiant et aussi parce que je pense que c'est une réponse à la scène de sodomie dans le livre de Bruno Le Maire, Fugue américaine. C'est-à-dire que dans Fugue américaine, il n'y a pas besoin de lubrifiant, la fille elle est dilatée comme jamais par l'introduction du Saint-Esprit. Vraiment, il y a un côté totalement irréaliste dans cette scène-là. Et là, on a cette impression que Marlène Schiappa a dit, non, une femme, il se trouve que ça marche pas comme ça. Il faut du lubrifiant, il faut faire telle chose. Et donc, je pense que elle avait Bruno Le Maire en tête, quoi. Enfin, j'espère pas dans ce sens-là, mais dans un sens plus littéraire. Le truc, c'est que cette scène, c'est que moi, j'ai pas pris un énorme plaisir tout simplement parce que il y avait Torchon et donc moi, je l'ai lu d'un point de vue très critique. Je trouve qu'elle est pas mauvaise, je trouve qu'elle est honnête comme scène. Je trouve que c'est pas bien écrit, mais c'est pas gênant, c'est pas ridicule, c'est limite très réaliste avec un poil de féminisme que j'apprécie personnellement. Et je pense qu'il y aura des gens qui le liront avec plaisir et avec une seule main, tu vois. Ouais, j'irai peut-être pas jusque-là non plus. Enfin, déjà, le livre est lourd, c'est compliqué, mais... Pour moi, c'est un peu comme les scènes de cul dans les films du dimanche soir que tu regardes avec tes parents dans le canapé. Enfin, t'as pas envie que la scène se prolonge non plus parce que c'est hyper gênant. Ouais. Mais voilà, c'est honnête.
Et en fait, ça sera la dernière scène. Ça y est, on est à la moitié du bouquin et après c'est fini. On arrive dans la deuxième partie du livre qui est le thriller politique parce qu'en fait, on se rend compte qu'elle s'est fait elle s'est fait avoir, quoi. Et que Parker fait partie du complot. Et alors, l'histoire est un peu difficile à raconter, mais que pendant qu'elle était à New York, il y a un conflit avec l'hôpital qui dégénère, avec l'hôpital, avec les soignants qui dégénèrent. Il y a un affrontement entre soignants et policiers qui dégénère. Il y a un policier qui est blessé. Et pendant tout ce temps-là, on n'arrive pas à contacter le ministre de l'Intérieur parce que pendant ce temps-là, elle couche avec un homme. Tout ça pour dire... Un basketteur super sexy, enfin, le réduit pas à juste un homme, voyons. Oui, c'est vrai. Pauvre Parker. Et donc, ce qui se passe, c'est que pendant qu'elle est en train de faire l'amour, derrière, dans son dos, il se passe plein de trucs et elle retourne en France et tout le monde lui en veut à mort au point où elle est un peu infusible, qu'on saute et qu'on fait sauter, pardon. Et donc... C'est le lien entre les deux parties du bouquin. C'est ça. Et donc, elle se fait virer parce qu'elle n'a pas réussi à faire son job, quoi. Mais ce qu'elle comprend rapidement, et là, il y a un peu l'intervention d'une sorte de Deus Ex Machina qui est le dossier, là, le carton avec tous les dossiers, c'est qu'elle se rend compte que en fait, son cabinet ne l'avait pas prévenu du danger de cet affrontement de soignants. Et ça, c'est un peu mal écrit, je trouve. Ouais, ça sort de nulle part. Elle est en train de faire ses cartons et là, t'as quelqu'un qui sonne à la porte, qui amène un carton avec écrit secret défense dessus. Elle l'ouvre et puis voilà, il y a tous les morceaux du puzzle qui s'alignent à ce moment-là. Bon, tu sais pas qui a amené le carton, tu le sais jamais jusqu'à la fin du bouquin. T'es un peu en mode, ok, c'est facile comme ficelle narrative. Et puis, en plus de ça, il y a un deuxième scandale qui est que le rival, Arthur, a accepté des financements étrangers. Et donc, finalement, il est dans la sauce et finalement, c'est lui le vrai méchant parce qu'il a accepté des financements. Alors que elle, finalement, elle s'est fait avoir par un traître. Et en fait, le traître, c'est une traîtresse. Et ouais, en fait, c'est pas l'immonde Lazare, mais c'est la gentille Sabrina qui, en fait, se révèle être une traîtresse parce qu'elle veut devenir le bras droit, non pas de notre héroïne, mais de Arthur, dans une sorte de... Alors là, Marlène Schiappa est en roue libre. Elle invente ce truc, mais... qui est que Arthur devient ministre d'un ministère éducation nationale intérieure. Ceci dit, on vit des temps tellement compliqués en ce moment. Oui, on sait pas ce qui se passera après dimanche. Hein. Je parle, mais dans une semaine, peut-être qu'on aura ça. Donc voilà. Il y a un truc qui est marrant, c'est que on sent qu'elle a Marlène Schiappa plus que l'héroïne. Enfin, Marlène Schiappa à travers l'héroïne exprime une énorme frustration que sûrement Marlène Schiappa a dû ressentir quand elle a dû partir de son secrétariat d'État. Notamment, il y a ce passage où elle dit « Je n'ai pas fait l'ENA. Parfois, je me demande si c'est un atout ou un handicap. Est-ce que j'ai manqué quelque chose ? Par exemple, existe-t-il un module de formation pour expliquer la conduite à tenir quand on revient d'une escapade à New York et qu'en notre absence, une manifestation a suffisamment dégénéré pour qu'un policier soit blessé, pour que le pays tout entier appelle à votre démission, pour que vous vous fassiez torpiller par vos propres collègues et pour que vous soyez convoqué à Matignon pour décrypter une situation à laquelle vous ne comprenez rien. » On sent qu'elle a un certain ressentiment vis-à-vis de Lena, qui est très clair. Et je pense que c'est le ressentiment de Marlène Schiappa vis-à-vis de l'appareil d'État, de ces bataillons d'énarques qu'elle a dû côtoyer pendant des années, en fait. Donc là, on sent que cette frustration, elle l'exprime à travers ce livre. Et ensuite, il y a la scène à New York. Alors là, on est en roue libre. Elle se fait virer. Donc elle se dit, quitte à être virée, autant partir à New York. Elle se barre pendant le discours de passation de pouvoir avec Arthur. En mode ciao. En enfreignant toute la bienséance républicaine. Parce qu'elle n'est pas comme les autres, tu vois. Elle n'est pas comme tous les autres ministres. Ensuite, à New York, elle se rend compte qu'en fait, Parker est un traître aussi, en fait, parce qu'il a été mandaté par Sabrina pour pécho l'héroïne et faire leaker des photos de paparazzi dans un tabloïd. Mais ça n'a pas eu lieu parce qu'en fait, Parker a décidé de cacher, grâce à son corps énorme, la ministre. Et donc, ça n'a pas eu lieu. Et en fait, il a fait partie du plan parce qu'en fait, il voulait revenir en France, il voulait revenir dans
dans l'équipe de France. Ouais, donc elle le rejoint à New York, ce qui donne lieu à une scène empruntée au pire vaudeville où elle est planquée dans un placard ou derrière un rideau pendant que Parker s'engueule avec sa femme qu'il veut quitter. Pour elle, justement. Non, mais c'est vraiment ultra artificiel. Par exemple, elle écoute une interview de ce mec. Donc, Arthur Piémont-Gallois, le coupe et lâche, allez à Jacques Taest, réplique de Saint James, pitié, ne faites pas comme tous ces snobs qui parlent en langue morte. Personne n'aime le latin. Et en fait, elle se rend compte qu'il a menti sur toute la ligne. Il y a même un passage où il dit, je hais ces trucs à l'eau chaude, je préfère un bon café noir cubain. Genre, en fait, il aime pas le thé, il préfère le café. Donc, Ouais, 15 lignes, tu découvres énormément d'informations et ça, c'est ultra artificiel. Et donc, voilà, elle découvre qu'il veut quitter sa femme pour elle et elle est ultra touchée, mais en fait, ses idéaux de puissance et de féminisme lui disent genre, non, en fait, c'est pas possible. Donc, elle a la tension entre son désir et finalement sa raison de puissance et de féminisme. Donc, en fait, il s'embrasse une dernière fois. Je sens ses biceps me serrer contre lui, mes seins frotter ses pectoraux, nos ventres se frôler. Son corps tout entier m'avait manqué. Je dois faire un effort surhumain pour me détacher de lui. Je recule de 2 pas et lui lance. J'espère que tu es fébrile, Parker, parce que c'est la dernière fois que tu avais ma langue dans ta bouche. Elle fait le choix de son indépendance et de pas pardonner au traître, quand bien même lui-même avait décidé de quitter sa femme pour elle. Elle rentre en France et là, c'est la scène du 14 juillet. Donc, qu'est-ce qu'elle dit sur le 14 juillet? J'aime la France et j'aime ses rituels historiques et patriotes. Et là, elle sort de la voiture en robe bleu, blanc, rouge. Personne ne m'empêchera de m'habiller aux couleurs de mon pays. Et comme l'a dit mon père, les révolutionnaires n'ont pas demandé l'approbation de Matignon pour porter des bonnets phrygiens. Le gouvernement est déjà en train de s'installer autour de la tribune officielle. Je suis évidemment en retard. Parce qu'elle n'est pas comme les autres. Elle est en retard et elle est habillée dans une robe bleu, blanc, rouge. Et donc finalement, elle recroise Parker qui lui dit genre non, tu devrais pas être au fond de la salle, tu devrais être tout devant parce que t'as vraiment trop bien travaillé, t'es quelqu'un de stylé. Et elle est là genre laisse-moi tranquille. Et il dit descends ou je te roule une pelle devant tout le monde. Et finalement, pendant le 14 juillet, est révélé le scandale d'influence dans le sport européen et donc est révélé le véritable scandale qui est le scandale d'Arthur, le rival de Jasmine. Et tout est bien qui finit bien. Oui, puisque Arthur tombe, elle récupère ce grand ministère. Non, elle récupère que dalle. Ah si. Ah bon? Ah bon? Non? J'ai pas compris. Ah merde, moi non plus. En tout cas, on lui propose ce ministère super stylé. Parce que à la fin, il y a le présentateur qui lui demande si elle veut être candidate à l'élection présidentielle. Ouais, mais ça c'est plus tard, je pense, non? Et elle lui répond avec une citation latine, mais ils vont pas la remettre à son... Ah, mais il y a un SMS de la présidente qui lui propose... Ah, mais oui, t'as raison. Il me semble que c'est ça, hein. Bon, comme vous l'aurez compris, c'est une scène où tout va très vite, très très vite, beaucoup trop vite d'ailleurs. C'est un peu dommage que la fin du bouquin soit aussi précipitée. Ouais, mais en fait là on arrive en fait au véritable fantasme de Marlène Schiappa, qui est que certes il y a un fantasme érotique fort où elle va parler de cul et on va avoir des scènes de sexe, mais le véritable fantasme ici, c'est un fantasme politique, à la fois d'une femme qui s'imagine, enfin qui se fantasme comme la jonction entre la police, les jeunes, les écolos et les féministes, donc une sorte de France totale, en plus très patriote, donc elle s'imagine un peu comme une super ministre, en plus de ça très self-made, et en même temps un triomphe parce que voilà, elle pourrait se présenter aux élections présidentielles. Je pense pas, alors je m'arrête tout de suite, je pense pas que Marlène Schiappa pense réellement, rationnellement à la présidentielle, hein. Je suis pas en train de proposer cette analyse-là, mais je pense que le fantasme profond, c'est le fantasme de cette femme politique un peu parfaite, mais en même temps proche du peuple, en même temps proche de plein d'idéaux assez contradictoires parfois. Et qui réunirait les différents archipels français. C'est ça. Il y a une référence directe à l'archipel français de Jérôme Fourquet. Ça, je trouve ça dingue. Parce que l'archipel français de Jérôme Fourquet, c'est quand même un livre, faut se le taper, hein. C'est un petit pavé. Et donc finalement, ce que j'aime bien, c'est que la fin est un peu ambiguë parce que on comprend pas très bien si
Voilà, si elle veut devenir présidente ou pas, ou si finalement elle veut lâcher prise et juste être avec son amoureux et finalement vivre une vie plus simple avec son amoureux et donc faire l'amour et pas grand-chose d'autre, quoi. Parce que la fin, oui, peut-être Ouais. pour le dire, c'est un peu comme une nouvelle scène de première rencontre avec Parker qui se passe à Paris cette fois-ci et où il rejoue cette première rencontre. Alors, bonne surprise ou vrai torchon? Ça se lit bien. Ouais, ça se lit quand même assez bien. C'est une sorte de livre de plage ça peut passer à la plage en vrai. C'est une sorte de sous Marc Lévy. Enfin, je sais pas comment dire, mais Oui, je suis assez d'accord avec toi que moi j'ai passé un bon moment. Je l'ai lu en 2 jours assez rapidement, ça se lit facilement. Il se passe plein de trucs et puis je trouve que la valeur ajoutée de ce livre, c'est à la fois le fait que elle a un rapport un peu critique aux scènes d'amour et donc elle infuse une réflexion féministe à des scènes d'amour où elle va parler de clitoris, de consentement et puis de lubrifiant. Ça, je trouvais ça bien. Et en même temps, je trouve ce qui manquait, mais qui aurait été peut-être limite mieux, c'est le côté coulisses, côté comment ça se passe dans un ministère. Parce que en fait, ce qu'on aimerait de Marianne Chapa, c'est qu'elle nous raconte un peu ce qu'elle connaît bien, et finalement, elle le fait pas tant que ça. ouais, elle le fait au début, mais après plus tellement. Ouais. Par contre, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est que l'intrigue est claquée au sol. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est que tout est très cliché, c'est-à-dire que les intellos, les gens qui font des thèses sur les Étrusques, tout le monde est un peu un personnage stock, quoi. C'est pas très subtil. Et après, j'attendais pas de subtilité de sa part, donc bon, voilà, c'est comme ça. Non, c'est sûr. Et puis même l'économie générale du roman fait que on passe beaucoup de temps sur la mise en place de l'intrigue, sur elle qui est absolument en chien et qui regarde chaque mec comme si elle allait le baiser. Et après, tout se dénoue très très rapidement. Enfin, la partie un peu thriller politique, tout s'enchaîne très très vite. Et c'est dommage parce qu'en fait, l'idée était pas mauvaise. Enfin, le scénario est pas mal. Elle prend pas assez le temps de bien traiter cette intrigue-là. Bon, et après, il y a des tics d'écriture qui sont absolument chiants. Moi, ça me tue. Mais bon. Ouais, les tics d'écriture, le fait qu'elle utilise beaucoup de mots ultra actuels alors qu'elle aurait pu utiliser un mot peut-être un peu plus classique juste pour que ça soit moins genre obvious. Enfin, vraiment genre. Et à la place, moi, ce que je recommanderais à la place, ça m'a fait vraiment beaucoup penser au Jouissance Club. On a l'impression que Marianne Chapa, elle a un peu lu ce livre. C'est un peu une sorte de Kama Sutra moderne, quoi, en fait, pour résumer ça. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi? Je recommanderais une série qui doit être une série Canal+, qui s'appelle La Fièvre, et où on retrouve quand même pas mal de motifs qui sont dans ce roman, où on suit une équipe de foot et notamment un personnage en particulier, un footballeur qui va totalement péter un câble lors d'une remise de prix et qui va donner un coup de boule à son entraîneur. Et s'ensuit toute une série autour du thème de ce que va provoquer cet événement médiatique et comment ça révèle les crispations dans la société française et les différents archipels, pour en revenir à ça, entre les gens qui vont interpréter ça comme le fait que les personnes étrangères ne s'intègrent pas dans la société française, et ceux qui au contraire vont dénoncer un racisme latent dans la société française. Ah oui, moi j'ai une dernière recommandation à faire qui est très précise. Dans le podcast Thune, il y a un épisode où les journalistes interviewent une policière, enfin une officier de police, et elle parle des dessous d'un commissariat. Et en fait, bon, on n'en a pas trop parlé pendant l'émission, mais en fait, l'histoire de Scandale, le sous-texte, c'est que comme elle est ministre de l'Intérieur, elle s'occupe beaucoup de la police, donc elle parle beaucoup de réforme de la police. Et notamment, elle parle de donner de l'argent à la police pour faire en sorte qu'ils aient des meilleurs commissariats et tout ça. Et c'est marrant parce que cet épisode de Thune en parle explicitement de la question des commissariats et de financer la rénovation des commissariats. Donc moi, je conseille cet épisode de Thune qui a été pour moi une expérience ultra intéressante. Mais dans ce cas, dernière recommandation également de ma part, une recommandation musicale cette fois-ci, pour rester dans le thème de la police et de la sexiness. Vous écouterez Sex Appeal de Sexy Sushi. Ah oui, c'est une très bonne recommandation, parfaite pour conclure, donc je vais conclure tout de suite. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram @torchon.podcastlittéraire pour nous donner vos idées et vos réactions à cet épisode. Et je vous conseille de le suivre pour plus de recommandations, plus de critiques et puis plus de coulisses. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. À bientôt.